Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur Anecdote Royale pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous partons à Paris et plus précisément à l'hôtel des Invalides où s'est déroulée le 5 mai dernier une cérémonie en hommage à Napoléon Ier. Il y avait la présence de la famille impériale, le prince et la princesse Napoléon Bonaparte, mais aussi le prince et la princesse Murat. Une cérémonie que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici ou sur notre chaîne YouTube Anecdote Royale. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'interview que j'ai réalisée à la fin de l'hommage dans la cour d'honneur des Invalides. Le prince Joachim Murat, que je remercie sincèrement, a accepté de répondre à quelques de nos questions et je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour Prince, merci de nous accueillir sur Anecdote Royale pour cette interview. Alors première question, aujourd'hui on commémore la mémoire de Napoléon. Et première question, pourquoi est-ce important pour vous et pour toutes les personnes qui étaient réunies aujourd'hui de commémorer la mémoire de Napoléon? Alors pour moi évidemment à titre familial c'est normal puisque Napoléon est mon arrière-arrière-grand-oncle et que cette messe commémore non seulement Napoléon mais tous les morts pour la France. Donc tous les Français sont sensibles à cette célébration et à nouveau pour moi à titre personnel qui suis ancien combattant c'est une célébration importante. Alors vous avez l'empereur, vous avez alors pourquoi le fait de célébrer Napoléon est particulièrement important? Parce que Napoléon est la synthèse de l'histoire de France. Napoléon est celui qui va réussir à faire la synthèse réussie entre toutes les années de monarchie de Clovis à Louis XVI, les héritages de la Révolution française, ce besoin monarchique et cette haine dynastique qui se croisent en France, ce côté à la fois un esprit très chrétien dans la logique française qui va être retranscrit dans le Code civil. Et donc il va graver dans le marbre les acquis de la Révolution, il va remettre en place une aristocratie mais cette fois-ci sans privilège, donc ça n'est pas une aristocratie avec le privilège de naissance, avec des droits particuliers, donc c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup de ce qui aujourd'hui est attendu par tous les Français, c'est-à-dire une vraie méritocratie au service de la souveraineté populaire et de l'intérêt général. Et Napoléon est le seul, ensuite Napoléon III le fera très bien, et après le général de Gaulle bien sûr, à synthétiser ça pour la première fois. Et on y reviendra justement sur la cinquième question. Je l'ai dit, vous êtes le prince Joachim Murat, donc descendant de Joachim Murat, le beau-frère de Napoléon. C'est ça. Pouvez-vous nous raconter brièvement quelles étaient les relations autres que celles de beau-frère avec Napoléon? Autres que celles de beau-frère. Alors au départ, Murat et Napoléon se rencontrent le jour des émeutes anti-royalistes, des émeutes royalistes, pardon, quand ils devaient mettre fin aux émeutes royalistes qui ont eu lieu le 13 Vendémiaire en 1795 à l'église Saint-Roch, pas très loin d'ici. Et donc ils se rencontrent à cette occasion. Et en fait, Murat est jeune capitaine, Bonaparte est général, et donc Bonaparte, avec l'aide de Murat qui ramène les canons des Sablons, écrase l'émeute royaliste. Et à partir de là, ils vont tomber sous le charme l'un de l'autre, et ils vont être très très amis. Ils vont se suivre sur toutes les campagnes, l'Italie, évidemment l'Égypte. Murat va épouser sa sœur, Murat va devenir grand maréchal, roi de Naples, grand-duc de Berg, grand-duc de Clèves, grand amiral de France. Mais à partir de 1800, je dirais qu'il y a un tournant qui commence à s'opérer à partir de 1806-1808, où la relation va devenir une relation de je t'aime moi non plus, parce que la vision de développement de l'Empire qu'a Napoléon est pour Murat quelque chose qui ne fonctionne pas dans son royaume de Naples. Parce que Murat veut gouverner à Naples avec des Napolitains, Napoléon veut qu'il gouverne avec des Français. Et ça colle pas. Murat ne veut pas de ça parce qu'il sait que ça marche pas. Il y a l'éveil des nationalités que Napoléon n'a pas senti, que Murat a senti en Allemagne, en Pologne, en Italie, en Espagne évidemment, en Russie bien sûr. Et ça va créer une inimitié qui va finir au clash assez grave. Et finalement, Murat va en avoir assez et va faire un renversement d'alliance avec les Autrichiens en 1814, quelques semaines avant l'abdication de Napoléon Ier. Et quand Napoléon débarque de l'île d'Elbe, c'est Murat qui va l'aider à débarquer de l'île d'Elbe. Donc en fait, Napoléon va se remettre à nouveau à supporter l'empereur avant même les 100 jours. Et à nouveau, un espèce de retournement étrange de Napoléon contre Murat à ce moment-là. Et donc ils finiront un peu séparés tous les deux, puisque Murat va essayer de récupérer son trône à Naples, pendant que Napoléon ira perdre à Waterloo. Mais ça a été une grande histoire d'amitié qui ensuite, les jeux de pouvoir, d'influence, de vision, font que ça s'est transformé en quelque chose de plus difficile par la suite. Mais Murat a toujours une fascination et une admiration et une loyauté absolue pour Napoléon. Il va faire son renversement d'alliance quelques semaines avant la chute de l'empereur. Et l'empereur va être le tout dernier, vraiment. Tous les autres l'ont trahi depuis longtemps. Et Murat va non. Voilà. Ok. Vous avez évoqué plusieurs faits historiques du coup, entre Murat et puis Napoléon. Oui. Et si on devait en retenir qu'un? Le 18 Brumaire, parce que c'est là que la légende devient réalité. C'est-à-dire que le 18 Brumaire, c'est ce qui va ouvrir les portes de la gloire et de l'État
à Napoléon Bonaparte, et celui qui ouvre les portes, c'est Murat. Puisque le coup d'État du 18 Brumaire, où Napoléon Bonaparte, jeune général rentrant de la campagne d'Égypte, Napoléon va rater son coup d'État. C'est un coup d'État institutionnel au départ. Il va le rater, il va s'exprimer assez difficilement dans l'enceinte, et c'est Murat qui va rentrer dans le Conseil des 500 à Saint-Cloud et dire « Citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde là dehors ». Et là, il sauve le coup d'État. Donc en fait, c'est vraiment Murat et Bonaparte. Murat sauve le coup d'État de Bonaparte, et c'est le début de l'incroyable épopée impériale. Okay. On le voit aujourd'hui, le devoir de transmission est cher à vos yeux. Ouais. Comment peut-on aujourd'hui le faire perdurer et le transmettre aux futures générations et aux jeunes comme moi qui s'intéressent à l'histoire? D'abord, il faut regarder les podcasts comme les vôtres, c'est la première chose, parce qu'on a la chance d'avoir des podcasts très efficaces partout. Il y a Anecdote Royale, mais il y en a bien d'autres. Je ne citerai pas vos concurrents, mais ils sont vos concurrents et amis, mais ils sont tous très talentueux, alors presque aussi talentueux que vous. Et donc je vous recommande vraiment de ça. Après, il y a évidemment le fait de regarder les séries télévisées, puisque ça, c'est un accès facile. Donc la série télé de Napoléon avec Clavier, elle n'est pas si mal que ça. Alors Murat passe pour un abruti du début à la fin de la série, mais c'est quand même une belle série. Je vous recommande les Duellistes de Ridley Scott, mais surtout évidemment il faut lire, il faut aller voir il faut lire les récits de bataille, il faut lire les mémoires des soldats de l'empereur. Il faut faire ça. Vous avez toutes les références dans la description. Et je change un peu de sujet. On sait que vous présentez aux Européennes. Ah, la rumeur vous est parvenue. La rumeur nous est parvenue sur la liste Nous le peuple. Absolument, oui. Et justement, oui. je m'intéresse un petit peu à ça et je me demande quelle est votre vision de l'Europe et est-ce que le bonapartisme peut avoir sa place encore aujourd'hui? Alors, à mon avis, le bonapartisme a toute sa place aujourd'hui parce que ce qu'on entend par bonapartisme, à nouveau, c'est un État souverain, fort, où la loi et l'autorité sont respectées à l'échelle du pays, mais qui est aux mains d'un homme qui est président de la République. Le bonapartisme est républicain. De préférence élu pour 7 ans. Moi, je suis pour la 5e République chimiquement pure, pardon. Le septennat, qui est une vraie émanation de la logique bonapartiste, surtout de Napoléon III, cette 5e République. Et le bonapartisme a plusieurs obsessions, donc la souveraineté, la gloire nationale, la grandeur nationale, la prospérité au bénéfice de tous, pour alimenter des services sociaux, pour alimenter une justice sociale. Le social est au cœur du bonapartisme. Et le social ne veut pas dire la gauche bêlante avec laquelle on est coincé aujourd'hui, avec ses délires wokistes et ses délires sociétaux complètement psychodélirants. Donc c'est pas non plus des espèces d'hystériques en bras de chemise parasés à l'Assemblée nationale. C'est pas ça la gauche pour moi. Donc le social, si vous voulez, c'est une part évidente du bonapartisme. Et l'instruction publique est une obsession du bonapartisme. Donc là, voir l'effondrement de l'école, alors ça c'est absolument insupportable. La libre entreprise, mais en préservant les citoyens et l'économie française des externalités négatives de la libre entreprise, parce que la libre entreprise laisse libre cours à toutes les... Certaines souverainetés nationales, en fait. Alors d'abord, la souveraineté nationale, ça c'est une évidence, ça c'est dans l'ADN, dans le génome napoléonien. C'est un libéralisme saint-simonien, c'est-à-dire que c'est un libéralisme avec un contrôle de l'État pour éviter qu'il y ait des abus, et c'est un libéralisme qui est là pour que la prospérité marche pour tout le monde. C'est-à-dire que les oligarques sous le premier, sous le deuxième empire, étaient orientés par l'empereur pour investir pour le bien public. Donc ils payaient les chemins de fer, ils payaient les retraites, ils payaient la sécurité sociale de l'époque. Faut pas oublier ça. Aujourd'hui, on a 46% d'impôts, 46% de retenue fiscale sur le PIB en France pour financer le modèle social. À l'époque, sous Napoléon III, c'était 9%. Sous Napoléon Ier, c'était 12%. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que les grandes fortunes étaient orientées pour payer tout ça. Aujourd'hui, les grandes fortunes ne servent plus à rien. Elles se payent elles-mêmes, elles financent des grandes expositions pour des artistes de très mauvais goût, type Jeff Koons, mais pour l'intérêt général, on ne comprend pas très bien quel est leur rôle. Donc c'est pour ça qu'il y a une détestation aujourd'hui des élites et de l'oligarchie, c'est que l'oligarchie ne sert plus à rien. Pour le peuple, hein. Il y a eu une époque où l'oligarchie était vraiment servait, si vous voulez. Donc là, c'est terminé. Et sur un modèle européen, du coup... Van der Leyen, c'est l'anti-bonapartisme caractérisé, si vous voulez, parce que la présidente de la Commission européenne, la Commission européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'elle est fabriquée aujourd'hui, est anti-bonapartiste par définition, parce qu'elle n'a aucun fondement populaire. Il n'y a aucune démocratie au sein de cette Union européenne. On vous répète le mot démocratie, mais c'est pas une démocratie. Les peuples n'ont rien à dire sur cette Union européenne. Il y a une élection démocratique, c'est le Parlement européen auquel je me présente, et le Parlement européen a un pouvoir extrêmement limité. Donc tout est aux mains de technocrates, tout est aux mains de... C'est de la fausse démocratie, c'est de la démocratie de connivence. Et moi, je veux une construction européenne démocratique. C'est ça que j'aimerais. J'aimerais qu'on transforme ces institutions pour qu'elles soient beaucoup plus démocratiques. Je n'ai plus du tout envie que les décisions se prennent dans la pénombre des commissions et dans le clair-obscur de cours de justice que personne n'a élu. Je vous remercie pour cette interview. Mais je vous en prie. Et puis félicitations pour votre candidature aux élections européennes sur la liste Nous le peuple. Merci. Merci beaucoup.
Je tiens à remercier à nouveau le prince Joachim Murat, Frédéric de Natal et Kevin Guillaume pour la vidéo. Vous pouvez retrouver toute leur actualité en description. Quant à nous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Et je vous dis à bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos et sur Spotify pour de nouveaux podcasts.